à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux, votre magazine dédié à la solidarité et au vivre ensemble sur France 3 Bretagne. Je vous propose qu'on démarre tout de suite par le menu du jour. Nous nous intéresserons d'abord à celui qui nous fait éternuer, nous moucher. Bref, forcément, vous l'avez reconnu, c'est le rhume. Comment s'en protéger, comment le soigner? Nous verrons cela avec un médecin généraliste et une naturopathe. Si vous avez prévu d'acheter un logement, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, vous pouvez bénéficier d'aide à l'acquisition. On connaît le plus souvent les dispositifs nationaux comme le prêt à taux zéro, mais il en existe aussi au niveau des collectivités. Nous ferons le point avec l'ADIL 35. Notre expert conso Olivier Dauvert s'est penché quant à lui sur le marché des médicaments sans ordonnance et vous verrez, il y a beaucoup de choses à dire sur ce business, car il faut bien l'appeler comme ça. Il sera aussi question d'emploi dans cette émission et une bonne nouvelle, les services de l'automobile recrutent. Pour mieux vous faire connaître ces métiers, l'Association nationale pour la formation automobile a mis en place une semaine de découverte afin de montrer la vitalité des entreprises du secteur sur notre territoire. Enfin, nous évoquerons la formation professionnelle avec l'AFPA qui organise des journées portes ouvertes dans toute la Bretagne ce jeudi. Voilà pour le sommaire du jour. Bienvenue à vous en ce lundi. Je vous le disais, le thème du jour, il fait atchoum. Alors, bienvenue à tous sur ce plateau. Personne n'a de rhume pour l'instant. Bon, on est tous en forme. Mais bon, ça ne nous empêche pas de nous pencher sur cette thématique. Tout de suite, en images, on commence par ça. Le rhume, qu'est-ce que c'est exactement ? Excusez-moi, vous n'auriez pas un mouchoir? J'ai un rhume. Mis à part le fait de parler du nez, a priori, vous n'êtes pas en fin de vie. Le rhume est une infection bénigne très fréquente, causée par un rhinovirus, qui, comme son nom l'indique, est un virus qui squatte nos voies nasales et se développe sur nos muqueuses. Une fois contaminé, vous subissez tout, maux de tête, mal de gorge, fatigue, éternuement et surtout, l'écoulement nasal n'en finit plus. Même si ce n'est pas grave, c'est hyper contagieux. Donc si votre collègue tousse ou éternue, écartez-vous de toute urgence, pour ne pas parler comme un canard pendant une semaine. Les enfants y sont sujets entre 6 à 10 fois par an, soit environ 3 fois plus que les adultes. Donc quand vous êtes malade, préservez-les un peu des gros baisers baveux. Mais pas de panique, ces petits mots leur permettent de développer leurs défenses immunitaires. Il n'y a pas de traitement contre le rhume. Gavez-vous si vous voulez de miel, d'huiles essentielles ou autres médicaments. Ils serviront juste à réduire vos symptômes. Prenez votre mal en patience, buvez au moins 2 litres d'eau, faites des inhalations et, à défaut d'aller passer un week-end à la mer, nettoyez votre nez à base de sérum physiologique. Et si vous pensez que la température extérieure est responsable de votre rhume, faites la chasse aux idées reçues, car si on est plus fréquemment malade entre septembre et avril, c'est parce qu'on sort moins de chez nous justement. Un vrai terrain de jeu pour les microbes. Le tabagisme et le stress favorisent également le rhume. Alors, sortez couverts et optez pour le calumet de la paix. Allez, on connaît tous l'adage, hein, un rhume soigné, c'est 8 jours, un rhume non soigné, on dit quoi? C'est une semaine, c'est ça? Bon, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Nous reviendrons donc avec un mouchoir un peu plus tard. Pour l'instant, on va évoquer l'accession aidée à la propriété. Si vous avez décidé d'acheter un logement, eh bien, sachez qu'il existe de nombreuses aides. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous, Sophie Pumayou. Vous êtes directrice de l'ADIL 35. Bonjour. Bonjour. Alors, grâce à vous, on va connaître un petit peu tout le panel, parce qu'on peut vraiment évoquer ce mot, le panel d'aides qui peut exister pour nous aider à acheter un logement, que ce soit dans le neuf d'ailleurs ou dans l'ancien. D'abord, il y a des dispositifs nationaux qu'on connaît tous, mais vous allez quand même nous refaire un petit rappel, une petite piqûre de rappel. Oui, alors pour dire que la Bretagne, effectivement, c'est une terre d'accession, tout l'ouest d'ailleurs de la France, hein, l'accession, c'est un mode privilégié d'occupation de son logement, et on a actuellement une conjoncture quand même de taux qui sont très bas, hein, on est autour de 1,80 sur 25 ans, qui favorise effectivement cette accession à la propriété. Dans le neuf et dans l'ancien, boosté sur des primo-accessions par le prêt à taux zéro, plutôt dans le neuf sur les centres urbains et plutôt dans l'acquisition-rénovation dans des secteurs plus détendus. Mais malgré tout, on a des ménages... Sur la Bretagne, excusez-moi, il y a des secteurs tendus et des secteurs plus détendus. Oui, on a les zones plus métropolitaines comme Rennes, Saint-Malo, Vannes, Lorient, qui sont plutôt des secteurs effectivement... où on a une cherté des terrains, une cherté des appartements, et qui fait que voilà, on est plutôt catégorisé dans des zones plus tendues par rapport à des secteurs dits plus ruraux, où là, effectivement, le coût du foncier permet des accessions moins onéreuses.
D'accord. Oui. Donc on connaît tous le prêt à taux zéro. Oui, effectivement. Donc il marche voilà, sur les deux types d'acquisition, neuf et acquisition-rénovation. Il faut faire des travaux assez conséquents pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Il s'adresse à des ménages sous conditions de ressources, mais pour le coup, il peut être également bonifié par d'autres dispositifs qui récemment ont vu le jour. Je pense à la location-accession, dite PSLA pour le logement neuf, par exemple, ou le tout nouveau bail réel solidaire. Alors expliquez-nous ce que c'est. Ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Alors, ça s'adresse effectivement à une acquisition de logement neuf. Pour l'instant, en Bretagne, il n'y a que Rennes Métropole qui l'a mis en place, et le secteur de Saint-Malo quand même aussi également. Donc les secteurs plus tendus. Voilà. En fait, il s'agit d'une acquisition dans laquelle on n'est jamais propriétaire de son foncier. Le terrain reste le foncier. On est sur des acquisitions pour l'instant des appartements, mais le foncier reste la propriété d'un office foncier solidaire. On est propriétaire du bâti. On est propriétaire du bâti et ce qui permet effectivement d'avoir accès à des logements qui sont très bien situés, localisés plutôt en centre-ville, dans des quartiers où, par exemple, à Rennes, on est plutôt dans des ordres de prix de 4 000 € le mètre carré. Et là, on a la possibilité de devenir donc propriétaire de son appartement à 2 000 € le mètre carré. Donc, pratiquement la moitié moins cher que le marché libre. Sur une durée limitée ? Sur une durée de 99 ans. 99 ans. On peut transmettre, on peut vendre ce bien. Et à chaque fois, le bail est dit rechargeable, c'est-à-dire que le nouvel acquéreur ou le successeur, à condition qu'il remplisse les conditions initiales de ressources, repart pour 99 ans. Donc voilà, après, en contrepartie, c'est aussi un système qui ne permet pas de réaliser de plus-value. C'est-à-dire que lorsqu'on revend le bien, c'est à un prix encadré, ce qui fait que l'aide versée une première fois par la collectivité, finalement, reste acquise à la collectivité et transmise. Voilà, elle est pérennisée et transmise d'acquéreur en acquéreur. D'accord. Alors, ça, c'était pour le neuf. Dans l'ancien, il y a également des dispositifs au niveau des collectivités. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, on est plus classiquement sur des subventions. En Ille-et-Vilaine, par exemple, on a le département qui, pour des rénovations, pour des acquisitions seules ou des acquisitions rénovations, à condition que l'étiquette énergétique soit supérieure ou égale à l'étiquette D, va pouvoir octroyer 3 000 ou 4 000 € en fonction de la composition des ménages. Et derrière, on peut avoir d'autres collectivités comme des collectivités des communautés de communes qui vont abonder ce système, et on va pouvoir avoir parfois des aides qui vont jusqu'à 8 000 – 10 000 € pour acheter son logement en ancien. C'est le cas par exemple à Vitré-Communauté ou dans le pays de Saint-Malo. Voilà, on a effectivement. Alors parfois, ce sont des communes aussi toutes seules qui décident de mettre en place une aide. Donc c'est vrai qu'à l'ADIL d'Ille-et-Vilaine et dans toutes les ADIL de Bretagne, on a mis en place un catalogue des aides à l'accession qui est centralisé sur nos sites et qui permet effectivement d'avoir connaissance de l'ensemble des disponibilités. De ce millefeuille. Tout à fait. C'est un millefeuille. C'est un millefeuille. Et puis on peut prendre rendez-vous chez vous pour faire le point avec un juriste. Oui. On a des juristes qui sont spécialistes en droit du logement et en financement, effectivement, immobilier. Et pour le coup, c'est entièrement gratuit. Si vous voulez préparer une accession, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous avec nous. On fera le point, on vous proposera des simulations. Et justement, on pourra effectivement vous dire ce à quoi vous avez droit. Donc c'est très important de consulter l'ADIL sur le site adil35.org. Et bientôt, la simulation pourra se faire en ligne également ? Oui. On va mettre effectivement un questionnaire en ligne qui permettra, c'est entre la simulation en ligne où vous êtes tout seul et l'aide effectivement que peut vous apporter un juriste via une dématérialisation de votre plan de financement. Merci beaucoup, Sophie, Je vous en prie, pour cet éclairage sur toutes les aides dont on peut bénéficier au moment de l'acquisition d'un logement. Vous connaissiez les uns les autres toutes ces aides, ce panel? Moi, je ne connaissais pas la dissociation du bâti et du foncier. Ça, j'avoue que j'ai appris quelque chose. Et je me demandais justement si, comme c'est sous condition de ressources,
Quand je commence parce que j'ai pas assez d'argent, j'ai droit. Et si d'aventure, un an après, je gagne au loto, je deviens très riche, qu'est-ce qui se passe? Ah non, une fois que vous êtes... les conditions de ressources, elles sont vérifiées au moment D'accord, et après, je peux gagner au loto. Donc oui. Après, vous pouvez gagner au loto. Vous êtes rassuré? Tout va bien? Tout va bien. Alors, je vais jouer. Continuer à jouer. Non, je vais jouer. Allez, on va reprendre le mouchoir sous le nez et on va tout de suite partir à la rencontre d'un médecin généraliste. C'est Karl qui est allé à la rencontre du docteur Thierry Labarthe. Le rhume, on va tout savoir avec lui. Bonjour docteur. Bonjour Karl. Alors aujourd'hui on va parler du rhume. Moi il y a un constat que je fais, c'est que chaque fois qu'une personne a le nez qui coule ou chaque fois qu'une personne éternue, elle va dire « Ah ça y est, je suis enrhumé ». Est-ce que le rhume c'est si simple que ça ou c'est quand même un peu plus compliqué? Ne croyez-vous pas que le rhume c'est relativement banal et qu'il y a plein de gens enrhumés en période hivernale? Alors on peut avoir un rhume, une rhinite comme on dit, rhinite allergique. La période du rhume des foins va arriver, où les gens éternuent. Donc ça, le rhume des foins, on le catalogue dans la catégorie rhinite, rhume. On appelle un rhume, on va dire une rhinite infectieuse, inflammatoire, mais une rhinite allergique, par exemple. Les gens qui vont tousser 18 fois le matin en se levant ne sont pas infectés. Ils sont juste allergiques aux poils de chat, aux acariens ou à des pollens qui vont se balader dans l'air. Après, le rhume reste quelque chose de banal, c'est une inflammation de la muqueuse ORL, en sachant que cette muqueuse, elle va des sinus à l'arrière-gorge. Donc évidemment, dès qu'on a un rhume, ça dure entre 7 et 12 jours. Ah, ouais, 7 et 12 jours. Alors il y a pareil un vieux dicton qui dit « un rhume mal soigné, ça dure 7 jours, un rhume bien soigné, ça dure 1 semaine ». Est-ce qu'on peut faire confiance à ce dicton ou pas? Ah mais je vois que vous connaissez les blagues de Carabin. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que de toute façon, le rhume est une évolution la plupart du temps totalement bénigne et normale. Donc à la base, c'est juste une irritation, c'est tout? Il n'y a pas un virus, quelque chose? Non, c'est... Bien sûr, c'est un virus ou une bactérie qui infecte, la plupart du temps, c'est donc un virus qui infecte la muqueuse nasale, qui donne effectivement des éternuements, ce qu'on appelle une catarrhe, les yeux gonflés et un peu trempés, parce que le petit canal lacrymal venant dans le nez, effectivement, les yeux sont souvent touchés. Dès qu'on dort un peu allongé la nuit, effectivement, ça fait tousser parce que le rhume ou l'écoulement nasal vient dans l'arrière-gorge. Donc c'est vrai que c'est une maladie très grave et très embêtante pour les jeunes parents comme pour les gens qui en sont atteints. Oui, tout à fait. On parlait de cette fameuse période des 7 à 12 jours. Il n'y a vraiment rien à faire face au rhume? Alors la première des choses, on va dire, c'est la prévention. On vit tous entourés de plein de gens et de tousser, d'éternuer dans sa manche, de se laver les mains plusieurs fois par jour, parce qu'on sait très bien que cette contamination, elle se fait par les petites gouttelettes qui passent dans l'air. Donc protégeons-nous, protégez-vous. Hein. Et puis, il y a des choses à faire. C'est évidemment, quand on commence à être enrhumé, c'est toutes les petites règles de bonne conduite, c'est-à-dire de ne pas chauffer sa chambre à 22, parce que plus l'air est chauffé et sec, on sait très bien que ça assèche les muqueuses et ça rend très désagréable l'évolution du rhume. C'est de dormir quelquefois, pour soi ou pour ses enfants en bas âge, un petit peu surélevé, de bien s'hydrater. Et puis d'essayer de faire au mieux avec des petits remèdes qui peuvent être des lavages d'eau de mer, des lavages mécaniques, mais il n'y a aucun traitement ni antibiotique, ni évidemment agressif sur un rhume. Eh ben merci pour tous ces conseils. Merci. Merci docteur. Au revoir. Au revoir. Merci à tous les deux. Alors, aucun traitement, mais pourtant, on a tous acheté des médicaments sans ordonnance pour soigner un rhume. C'est ce qu'on va voir avec vous, Olivier. Oui. Vous vous êtes penché sur ce business. Alors, on dit le médicament, c'est la santé, mais c'est quand même un véritable business qui suscite bien des convoitises. Il y a les pharmaciens, les labos, les grandes surfaces qui, depuis des années, rêvent de s'inviter sur ce marché juteux des médicaments sans ordonnance. Alors, dites-nous tout sur ce marché. Oui, c'est effectivement un marché très juteux parce que nous, Français, nous sommes parmi les champions du monde de la consommation de médicaments et notamment en automédication. Ça veut dire sans passer par la case médecin, directement chez le pharmacien, avec désormais la possibilité de les acheter en total libre-service, comme vous achèteriez une boîte de petits pois dans votre supermarché. Je caricature à peine. Non, mais c'est ça. Petit retour en arrière. Au début des années 2000, tous les médicaments, avec ou sans ordonnance, étaient derrière le comptoir des pharmaciens et c'est lui qui vous servait, vous ne vous serviez pas. En 2008, pour être précis, l'Agence du médicament produit une première liste de 200 médicaments qui sont vendus en libre service, c'est-à-dire devant le comptoir. 5 ans après, on était à peu près à 400 et aujourd'hui, très précisément, on est à 551 médicaments qui sont vendables en libre service. Alors, c'est le Doliprane, c'est l'Efferalgan, le Nurofen, c'est le Fervex, c'est le Malox. Bref, des produits ou des marques d'ailleurs, parce qu'on peut appeler ça des marques, que tout le monde connaît. Il y en a 551 pour être précis. Impressionnant. Alors, ça représente quelle part des ventes, très concrètement? Alors, ça représente environ 20% de la quantité de
médicaments vendus. Donc ça veut dire que c'est un marché qui est évidemment tout sauf négligeable et qui attire évidemment, qui suscite bien des convoitises. Alors on va faire le point sur cette bataille, on peut appeler ça comme ça. Quels sont les arguments des uns, des autres? Alors, on commence par les pharmaciens, puisqu'aujourd'hui, ils ont le monopole de la vente de médicaments, et ils font tout, évidemment, on peut le comprendre d'ailleurs, pour le garder. Donc, leur argument principal, c'est de dire, nous, on apporte du conseil aux clients qui achètent des médicaments, même quand c'est en libre-service. Alors, les grandes surfaces, de leur côté, qu'est-ce qu'elles disent? Et surtout, d'ailleurs, Michel-Édouard Leclerc en tête, parce que c'est quand même lui qu'on entend le plus sur le sujet. Elles disent qu'un brin de concurrence sur ce marché ne ferait pas de mal, parce que ça pourrait faire baisser les prix au profit du consommateur. Et elles disent aussi qu'elles ont déjà des parapharmacies avec des docteurs en pharmacie qui sont dedans et que s'il s'agit de délivrer un conseil, ils en sont évidemment tout à fait capables eux aussi. Bon, alors qui dit vrai? On va réussir à savoir. Les deux disent vrai et les deux sont hypocrites. Voilà. Donc comme ça, on va mettre la balle au centre. Les pharmaciens disent vrai parce qu'évidemment, ils apportent un conseil sur la vente de médicaments. Mais si on se regarde dans le blanc des yeux, qui honnêtement peut dire que la dernière fois qu'il a acheté une boîte de Doliprane, il a demandé conseil à son médicament? Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que quand même, il faut relativiser cet apport du conseil. Sur la concurrence à présent, les grandes surfaces disent ça fera baisser les prix parce qu'il n'y aura plus de concurrence. Bon, là aussi, il y a un peu d'hypocrisie parce qu'on n'a pas attendu Leclerc ou Carrefour pour qu'il y ait de la concurrence. Il y a déjà des chaînes discount sur le marché de la pharmacie. Lafayette, par exemple, en est une. Et oui, ça produit déjà le début d'une baisse de prix. Donc, les deux disent vrai, les deux disent un peu faux aussi. Et donc, en fait, chacun défend des positions qui sont finalement très légitimes. Les pharmaciens veulent défendre leur monopole et les distributeurs veulent attaquer le monopole. Chacun est dans son rôle. Et en attendant, on peut déjà acheter des médicaments sur Internet. Ben oui, parce que pour le coup, Internet se moque des frontières, donc il se moque aussi du monopole des pharmaciens. Je ne sais pas si vous savez, mais le site principal en activité en France pour la vente de médicaments, qui s'appelle shoppharmacie.fr, c'est un site hollandais. Ça veut donc dire en fait que quand vous achetez votre Doliprane sur ce site-là, vous ne l'achetez pas à un pharmacien entre guillemets français. Donc déjà, le monopole, vous voyez, il a explosé. Et que de fait, on sait déjà comment l'histoire va se terminer. Parce que évidemment qu'à terme, les médicaments seront vendus bien au-delà des simples pharmacies et que vous pourrez acheter tôt ou tard des médicaments chez Leclerc ou chez Carrefour, comme on le fait d'ailleurs dans des tas d'autres pays du monde. Quand vous allez par exemple aux États-Unis, vous achetez vos médicaments et parfois des médicaments très engageants comme des somnifères avec la véritable molécule. C'est pas des plantes, c'est des somnifères avec des molécules spécifiques aux somnifères. Vous les achetez en libre service, en total libre service, sans conseil. Donc on sait comment l'histoire va se terminer, vous achèterez tôt ou tard vos médicaments chez Leclerc et Carrefour. La seule question qui va, évidemment, c'est quand est-ce que ça arrivera? Les uns et les autres font tout pour que ça arrive le plus vite possible pour les grandes surfaces et le plus tard possible pour les pharmaciens, mais ils y sont tous prêts. Est-ce qu'on a des garanties sur la qualité des médicaments vendus comme ça, par exemple sur Internet? Il y a des certifications, il y a des choses qui peuvent nous garantir là. Alors, il est évident que les sites qui vendent des médicaments sont des sites qui sont particulièrement suivis, et notamment, on a aussi des sites en France. Vous avez chaque pharmacie, par exemple, en France, a le droit d'ouvrir un site en ligne, mais c'est chaque pharmacien qui le peut. On ne peut pas avoir un site unique au niveau français, mais chaque pharmacien peut tout à fait ouvrir sa boutique en ligne. Et dans ces cas-là, il est contrôlé de la même manière qu'il est contrôlé pour sa boutique, non pas online, mais offline. Donc oui, bien sûr, c'est très encadré. Le médicament, c'est quand même pas n'importe quel produit. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Olivier. Alors, vous saviez toutes ces réglementations autour du médicament sans ordonnance? Vous ne connaissiez pas? Et bien maintenant, on va se pencher justement sur nos médicaments, on va dire ça comme ça, sur la naturopathie. Avec vous, Noélie Coteau, vous êtes naturopathe. On va parler de prévention et de traitement de ce rhume. Si on ne veut pas passer par les médicaments, comment prévenir le rhume ? Alors, comme vous l'aviez dit dans votre reportage, quand on a un rhume, c'est en fait un échec de notre système immunitaire face au virus. Donc, la première des choses, c'est de soutenir notre système immunitaire, d'en prendre soin. Donc, il y a un microbiologiste qui vivait à l'époque de Pasteur, qui s'appelait Beauchamp, qui disait « Le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Donc, il faut vraiment faire attention au terrain, parce que si vous avez un terrain sain, les microbes, les virus vont se développer beaucoup plus difficilement que si vous avez un terrain qui est malsain, qui est donc surchargé de toxines. Donc, la première des choses, c'est d'avoir une hygiène de vie la plus saine possible. Donc en mangeant ce qu'il faut entre guillemets dans les assiettes, en mettant ce qu'il faut dans les assiettes, en se reposant en suffisance, en faisant aussi un petit peu de sport.
et il faut prendre soin de ses intestins, parce que nos intestins, donc c'est 80% environ de notre système immunitaire, donc ce qu'on appelle le microbiote, la flore intestinale. Donc on n'hésite pas à faire des cures de probiotiques. Donc les probiotiques, ce sont en fait des bactéries qu'on va intégrer pour réensemencer notre flore intestinale. Donc en début d'hiver, c'est bien puisque c'est le moment où le système immunitaire commence à chuter. Ou après, par exemple, une cure d'antibiotiques, on n'hésite pas à faire une cure de probiotiques par derrière pour booster nos défenses immunitaires. Ensuite, on fait attention à ce qu'on met dans nos assiettes, puisqu'il y a des types d'aliments qui peuvent favoriser la production de mucus, de glaire. Donc par exemple, tout ce qui est sucré, donc les pâtisseries, les gâteaux préparés, l'excès de glucides aussi, le gras, donc tout ce qui va être crème, beurre, charcuterie, l'alcool bien sûr, et les produits laitiers, tout ça, ça va favoriser la production de mucus. Donc quand on commence à être un petit peu embêté, on se met entre guillemets au vert et on va essayer d'alléger nos assiettes, donc de manger léger en mangeant beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de la viande, du poisson, des œufs, mais voilà, sans sauce, sans juste un petit filet d'huile d'olive, une cuisson douce à la vapeur par exemple. Et donc on adopte une hygiène de vie très, très saine. Voilà, surtout quand on sent les premiers signes pour éviter d'alimenter en production de mucus, ça c'est vraiment important. Et le fait de consommer aussi beaucoup de fruits, de légumes, ça fait une part belle aux minéraux, aux vitamines. Et il faut savoir aussi que la vitamine C est un bon booster en fait d'immunité et permet de lutter contre les virus. Donc vous en avez par exemple dans les agrumes, vous en avez dans les kiwis, dans le persil aussi. Le persil. Dans le persil, voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut facilement rajouter dans ses plats. Donc on n'hésite pas à faire attention à son assiette. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, en prévention, il est important de se laver le nez. Donc on y pense quand on est malade, mais on n'y pense pas forcément en avant. Mais non, on se dit qu'on n'en a pas besoin. Voilà, c'est ça. Donc il faut le faire tous les jours en fait. Ben, moi je conseille tous les jours, donc d'autant plus si on sait qu'on est un petit peu... Mais on en finit plus. C'est une liste, hein, votre truc. D'autant plus si on sait qu'on est fragile. Donc on peut se laver le nez juste avec du sérum physiologique, voilà, mais encore mieux, vous avez Alors, qu'est-ce que c'est que votre lampe d'Aladin là? Voilà, donc du coup, ma petite lampe d'Aladin, ça s'appelle un lota. Un lota. Voilà, et ça nous vient d'Inde en fait. Donc ça vient de la médecine ayurvédique et ça a été notamment démocratisé par le yoga en fait. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? Donc ça ressemble à un petit arrosoir que vous allez remplir d'eau tiède et ajouter une cuillère à café de sel fin. Vous allez bien remuer pour que le tout soit bien mélangé. Et ensuite, donc, vous introduisez cette partie, mais juste à l'entrée de la narine, sans enfoncer. Vous penchez la tête sur le côté en rentrant le menton vers le torse pour éviter d'avaler l'eau. Et donc, ça va ressortir par l'autre narine, en fait. Ça fait peur, votre truc? Non, mais ça marche très bien. Donc, au début, vous allez forcément avaler un petit peu d'eau. Et si c'est le cas, c'est que vous ne mettez pas le menton suffisamment vers le torse. Donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, vous faites la moitié pour une narine, l'autre moitié pour l'autre narine. Et ça va vraiment nettoyer les fosses nasales ainsi que les sinus. Donc vous enlevez tout ce qui est poussière, germes, etc. Donc il existe donc un peu le même type de modèle, mais en plus petit, pour les enfants. Donc pour les enfants, pour être totalement honnête, que ça marche très bien. Ça marche très bien, mais c'est pas forcément une partie de plaisir au début. Donc il faut insister au début. C'est sûr qu'ils vont avaler un petit peu d'eau. Il faut faire ça sous forme de jeu, leur mettre ça dans le bain pour qu'ils s'habituent, etc. Avant 7 ans, ça peut être costaud quand même. Pour donc, les pipettes de sérum physiologique, c'est pratique. Voilà. Donc, mais de les habituer, c'est bien parce que quand ils sont grands, c'est vraiment très efficace. Et donc en prévention, 1 fois par jour, c'est l'idéal. Surtout si vous savez que vous avez... Le soir, voilà, c'est encore mieux, ou la journée, enfin peu importe, le matin, voilà, mais en tout cas 1 fois par jour. Donc voilà pour le lavage de nez avec le lota. Alors là, et si on veut parler d'alimentation, ou de produits en tout cas à prendre en supplément, on peut parler de quoi? Alors, le miel, parce qu'on dit souvent que le miel, c'est toujours... Alors, les produits de la ruche sont en effet intéressants. Donc, le miel, c'est un antibactérien, c'est aussi un booster d'immunité, donc c'est intéressant. Mais encore mieux, moi, je vous conseillerais la propolis. Donc, la propolis, c'est en fait une espèce de cire qui recouvre la ruche. Et donc, elle est très anti-infectieuse, antiseptique, antifongique. Donc, on n'hésite pas sur la propolis. C'est un très bon booster d'immunité. Donc, on peut, pour les enfants aussi, prendre de la propolis sans alcool, du coup, à partir de 3 ans. Et donc, je vous conseille, moi, de bien vérifier les étiquettes, que ça soit une propolis dosée à 100%. C'est très important. Et bio ?
Bio, voilà, c'est encore mieux. Donc on trouve ça dans les pharmacies spécialisées ou en magasins biologiques. En plantes, vous avez donc différentes plantes. Moi, je vous en conseillerais 3. Donc il y a le thym, qui est donc pour la sphère respiratoire haute, la sphère ORL haute. Et donc en infusion, c'est très intéressant, un booster d'immunité, anti-toux, expectorant aussi. Donc on peut prendre jusqu'à 3 tasses par jour. Par contre, il ne faut pas être sous traitement pour la coagulation du sang. Et pour les femmes enceintes et enfants, on prend des petites doses, pas 3 tasses par jour, des plus petites doses. Voilà. Sinon, vous avez également donc le cassis. Le cassis, c'est très intéressant parce que c'est un bon booster d'immunité. C'est également du coup, alors là c'est intéressant de le savoir, en gémothérapie. Alors je ne sais pas si vous connaissez la gémothérapie. Alors, vous allez tout nous expliquer. Pas bien. Gémothérapie. Voilà, c'est la thérapie par les bourgeons. Donc c'est des extraits de bourgeons et que l'on peut donner aussi aux enfants. Donc c'est des gouttes à prendre. Donc en prévention, on en prend, alors ça dépend des laboratoires, mais en général c'est entre 5 et 10 gouttes par jour. Et pour les enfants, c'est 1 à 2 gouttes par année d'âge. Par jour. D'accord. Et quand on est, entre guillemets, infecté, on peut augmenter les doses. Mais ça, c'est très intéressant à faire. Et si on souffre d'allergie, on en parlait aussi tout à l'heure, de rhinite allergique, c'est un très bon anti-allergique également. Donc le cassis. Voilà. Et l'échinacée aussi, donc, qui est très intéressante parce qu'on dit qu'elle réveille et qu'elle stimule les systèmes immunitaires. Donc pour tous les maux hivernaux, l'échinacée est vraiment très intéressante. Donc on peut la prendre sous différentes formes, mais moi je vous conseillerais plutôt l'EPS. Donc c'est un extrait de plante standardisé qu'on trouve dans des pharmacies spécialisées. Et en association avec la propolis, c'est très efficace. Qu'est-ce que vous pensez du vin chaud sinon? J'étais sûre. C'est une autre possibilité. Alors je ne garantis pas les résultats. Mais je pense qu'on a tous nos petites techniques. Là. On va faire un petit sondage là, sur le plateau. Je ne garantis pas le résultat. Et donc voilà pour les plantes. Ouais. Et en plus des plantes, vous avez aussi les huiles essentielles. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, surtout si elles sont prises dès le début. Donc dès les premiers symptômes, on va plutôt partir sur des huiles essentielles qu'on appelle à cinéole. Donc c'est une molécule en fait qui a un impact respiratoire et qui va diminuer en fait l'agressivité du virus au fur et à mesure des prises. Donc vous avez par exemple qui contient du cinéole, le Ravinsara, les différents eucalyptus. Donc l'avantage de l'huile essentielle de Ravinsara, c'est que c'est une huile essentielle qui est assez sécurisante d'emploi, qu'on peut utiliser aussi chez les enfants. À partir de quel âge ? Alors, on dit les huiles essentielles, pas avant 7 ans en général, mais le Ravinsara, c'est une huile essentielle qui est dite pédiatrique. Donc là, on peut l'utiliser chez les enfants, alors en respectant les grandes conditions des huiles essentielles, mais sans aucun problème. Donc alors là, vous avez différentes solutions. Soit vous la mettez en diffusion pour assainir la pièce et enlever tous les germes pathogènes. Donc pendant que l'enfant est absent, 1 heure ou 2 avant qu'il rentre de l'école, vous diffusez ça dans la maison, ou vous lui mettez une petite goutte, et pareil pour les adultes, sur la face interne des poignets. Vous frottez, vous lui faites sentir et donc ça va le protéger des infections. L'eucalyptus, donc vous avez l'eucalyptus radié, donc ça c'est plutôt pour la sphère respiratoire haute. Donc le fait de mélanger les deux, Ravinsara et eucalyptus radié, donc on va vraiment être sur une action antivirale, anti-inflammatoire et décongestionnante et respiratoire. Donc je peux vous donner, si vous voulez, une petite recette. Allez-y, on vous écoute. Donc il faudrait prendre un flacon teinté d'environ 10 ml. Donc c'est important qu'il soit teinté pour conserver les bienfaits des huiles essentielles. Vous pouvez mélanger donc 5 ml d'huile essentielle de Ravinsara avec 2 ml d'huile essentielle d'eucalyptus radié. Et vous pouvez même ajouter 3 ml d'huile essentielle de tea tree. Donc vous mélangez toutes ces huiles essentielles et vous appliquez donc 2 gouttes sur la face interne des poignets, vous frottez et vous faites 5 grandes respirations toutes les 10 minutes dès les premiers symptômes. Si vraiment vous sentez que les symptômes sont plus installés, on va dire, donc vous refaites la même chose, sauf qu'en plus, vous pouvez pour un enfant donc mettre 5 gouttes du mélange sur les avant-bras, 20 minutes après au niveau de la nuque, 20 minutes après donc au niveau du cou et 20 minutes après au niveau du thorax, et vous pouvez faire ça en tout 2 fois. Pour un adulte, ça sera la même chose, sauf que vous referez le cycle 4 fois. Voilà. D'accord. Écoutez, avec ça. Et la recette du vin chaud, si vous voulez. La technique d'Olivier, c'est le vin chaud, on l'a compris. Vous, Jean-Marc, qu'est-ce que c'est, votre technique? Moi, le vin chaud, ça me va bien. C'est pas mal. Sophie, vous avez une astuce, vous, pour soigner le rhume? Non, pas mieux. Non, pas mieux. Le vin chaud, le vin chaud pour tout le monde. Bon, bah écoutez, je pense que quand même, les conseils de naturopathie de Noélie sont bien utiles. On peut prendre des tisanes aussi, on sait bien. Donc voilà, on trouvera tout un tas de recettes dans votre livre, thé, tisane et boissons santé, paru chez Erol. C'est une mine d'astuces, bourrée d'astuces également pour soigner tous les maux hivernaux.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Olivier d'avoir été à nos côtés. On va maintenant s'intéresser au monde du travail en mettant en lumière le concept de coworking, des espaces de travail partagés et connectés accueillant des auto-entrepreneurs, des salariés en télétravail, de nouveaux lieux qui se développent beaucoup dans notre région. On va essayer de voir justement comment ça se passe concrètement. C'est un reportage d'Émilie Collin, Émilie Flao, Benoît Levaillant et Jean-Marc Lallier. Travailler ailleurs que chez soi ou dans son entreprise, partager un espace, des bureaux en commun et parfois des services, le coworking se développe. En 2018, les Pays de la Loire comptaient 38 lieux, la Bretagne 40. Le coworking, à qui profite cette nouvelle organisation du travail? À Nantes, 18 professionnels ont dessiné eux-mêmes les traits de leur coworking. Tous appartiennent au monde du livre, illustrateurs, iconographes, traducteurs. Le coworking renforce les liens pour ces métiers spécialisés et souvent solitaires. Il y avait 2 aspects qui m'intéressaient là-dedans. C'est effectivement de me retrouver dans un autre lieu chez moi. Et puis rencontrer des gens qui travaillent dans le monde du livre. Pour moi, c'était un peu le rêve. On a plaisir à communiquer ses projets, à parler de ses expériences, à parfois travailler ensemble sur certains projets, à faire des appels d'offres ensemble, comme certains le font. Tout le monde ici contribue au fonctionnement du lieu, jusque dans les tâches ménagères. Tables, chaises, connexions à Internet sont fournies. Selon le temps passé dans les locaux, le loyer coûte 70 à 140 € par personne. Moi, je ne pourrais pas revenir en arrière. Il y a ce côté très spécial du coworking et qu'il n'y a pas d'enjeu hiérarchique ou ce genre de choses. Donc on a un centre d'intérêt, on a des métiers qui sont complémentaires, mais on n'a pas d'obligation de rendu ensemble, on n'a pas toutes les tensions qui peuvent être parfois inhérentes au travail, quoi. Plus répandu en ville, le coworking existe aussi en zone rurale. À Rostrenain, T-Numérique a ouvert dès 2013. C'est clairement expliqué ce à quoi va servir cet argent. Ici, en plus de la location de bureaux, le lieu est un point de rencontre entre particuliers et professionnels. Lucie, conseillère en création d'entreprise, assure une permanence hebdomadaire, un service apprécié. À quelle heure vous êtes disponible ? Ce lieu, c'est formidable parce que ça permet vraiment à des gens et des organismes de se rencontrer. Et puis, on a la chance, voilà, qu'il y ait Lucie, par exemple, qui se déplace, qu'il y a les boutiques de gestion qui viennent encore une fois par semaine dans ce pays. Et c'est très important de se sentir accompagné, en fait, dès qu'on a un projet. À l'étage, Nicolas télétravaille. Son employeur est basé à Rennes. Lui est chargé d'intervenir dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Rostrenain s'avère un endroit stratégique. En fait, j'ai besoin de moins de temps de déplacement pour me rendre dans les entreprises en fait, qui adhèrent à notre organisation. Donc je diminue les temps de route, je diminue les émissions de gaz à effet de serre aussi, tant qu'à faire. Plus de confort de travail, une meilleure concentration, mine de rien. En bord de mer, à Audierne, Kevin a parié sur ce bel environnement et fondé la Swenson House. À côté du coworking, il propose d'autres services, des séjours personnalisés, des formations, autant de formules qui permettent d'assurer les finances du lieu. En tout cas, dans des régions comme les nôtres, je pense qu'on se doit de créer du contenu et d'événementialiser le coworking, entre guillemets. Aujourd'hui, le coworking en tant que tel, c'est juste de la location de bureaux. Et non seulement, c'est pas forcément un modèle économique, mais en plus de ça, c'est pas ce que recherchent les gens. C'est-à-dire que quand on vient dans un espace de coworking, on vient rechercher du contenu, on vient rechercher une communauté. Et ça, c'est lié à l'événementiel. Donc c'est assez important de créer tout ce programme-là. En France, en 2 ans, les espaces de travail collaboratifs ont bondi de 80%. Même s'il concerne aujourd'hui une minorité d'actifs, le coworking amorce peut-être les nouveaux contours du travail. Un coworking qui nous amène à repenser la notion même de travail. Vous vouliez évoquer justement cette notion de coworking, parce que vous connaissez quelqu'un qui travaille en coworking, justement, Noélie. Oui, moi j'ai mon mari du coup qui travaille en coworking à Rennes, et c'est vrai que ça fait plus de 10 ans et ça lui apporte beaucoup, parce qu'à la fois c'est un lieu d'échange, de rencontre, on profite aussi de la structure, parce que voilà, on n'a pas forcément les moyens quand on est une petite entreprise au début d'avoir des grandes salles de réunion, etc. Et donc, et puis on échange les compétences entre les différentes entreprises, donc lui il trouve que du positif là-dedans. Oui. Il ne reviendrait pas en arrière. Non, je pense pas. Eh bien, ça nous amène justement à parler d'emploi. On va retrouver tout de suite Jean-Marc Bonnard. Bonjour à vous. Bonjour. Jusqu'au 23 mars, l'Association nationale pour la formation automobile organise une semaine spéciale, une semaine des services de l'automobile et de la mobilité. C'est la 4e année consécutive. Pourquoi une semaine dédiée aux services de l'automobile ?
Alors effectivement, c'est la 4e édition, une semaine dédiée pour permettre au grand public de découvrir les métiers ou de les redécouvrir, de s'en faire une idée la plus juste possible. C'est aussi l'occasion de mettre en relation le public avec des professionnels qui au quotidien agissent dans ce secteur, qu'ils soient des techniciens carrossiers, de la réparation, du poids lourd, de la moto ou du vélo, mais aussi des chefs d'entreprise qui donnent des éclairages sur les conditions d'embauche, sur leurs besoins en personnel et en compétences. Et puis enfin, c'est aussi l'occasion de découvrir des situations d'apprentissage, d'échanger avec des apprentis en formation, de pouvoir questionner des enseignants et de se faire une idée. Est-ce que finalement, ça ne serait pas une belle piste pour moi ? Parce qu'on a beaucoup d'idées reçues sur ces métiers, en fait, qu'on ne connaît pas bien, finalement. Oui. Quelles sont ces idées reçues Alors, il y en a plusieurs, mais on pourrait se dire, par exemple, on n'a plus besoin de carrossier. Parce qu'on change de voiture. Parce qu'on change de voiture ou parce qu'on change très facilement les pièces, on des vis, et voilà, c'est tout simple. On n'a plus besoin de peintre non plus, puisque les pièces arrivent toutes peintes. Voilà, ce n'est pas des métiers accessibles aux femmes. Voilà, encore une autre idée toute faite. Et puis, une des idées reçues les plus caricaturales, peut-être, c'est dans les métiers du poids lourd, tout est lourd. Donc, c'est un métier extrêmement fatigant. Avec des ports de charge conséquents, alors que les camions ont toujours été lourds et que l'homme a inventé des solutions de portage. Voilà, donc c'est vraiment l'occasion de se faire une idée, juste. De ces métiers. Alors justement, ça recouvre quel métier, si on veut en citer quand même quelques-uns, dans ces secteurs des services de l'automobile et de la mobilité? Alors, les services de l'automobile et de la mobilité, c'est plus de 100 métiers. Plus de 100 métiers, dans l'automobile bien sûr. Et 100 métiers qui recrutent. Qui recrutent en plus. On a parlé de l'automobile, du camion, du vélo, de l'auto et de la moto. Effectivement, 100 métiers dans 13 secteurs particuliers. On parle du commerce, on parle de la réparation, on parle du contrôle technique automobile. On parle aussi des écoles de conduite, ça en fait partie. Voilà, autant d'activités dans lesquelles on peut trouver de quoi nourrir sa motivation. Alors c'est plus 3000 salariés en 2018, ce secteur-là. Oui. Donc là, c'est un secteur hyper dynamique. C'est un secteur qui redevient dynamique, après avoir vécu une certaine forme de désintérêt pour les questions qu'on évoquait tout à l'heure. Et notamment grâce à ces semaines des services de l'automobile et de la mobilité, c'est l'occasion de se faire une idée juste et de s'intéresser à nouveau à un secteur qui recrute, avec 400 000 salariés dans le secteur aujourd'hui, dont plus de 20 000 en Bretagne, un secteur qui forme. Un secteur réputé pour être très dynamique dans la formation des apprentis, apprentissage des frais, la chronique aujourd'hui, voilà, un secteur qui s'implique dans ce domaine. Et les professionnels se mobilisent effectivement pour pouvoir faire découvrir leur secteur et faire face à la demande de main-d'œuvre. Face à la demande de main-d'œuvre. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs justement qui sont plus en demande de main-d'œuvre aujourd'hui? Par exemple, je ne sais pas, je pense à la maintenance peut-être. Alors, vous avez raison, la maintenance, on évoquait la carrosserie tout à l'heure. C'est un secteur qui est particulièrement en attente de main-d'œuvre. On évoquait le poids lourd tout à l'heure. Voilà, un secteur à la fois mal connu et pourtant extrêmement porteur d'emploi. Et puis, ce sont aussi de nouvelles opportunités. On parle de développement durable quand on parle des services à la mobilité. On parle d'électronique embarquée. On parle de voitures autonomes. On parle de tout un tas de services complémentaires pour l'usager. Alors, on peut également dire que c'est un métier qui paye bien. Enfin, c'est un secteur qui paye bien. C'est un secteur qui fait des efforts, voilà. Effectivement. On évoquait à l'instant la mécanique poids lourd qui se démarque dans ce secteur-là de manière notable et intéressante, plus de 30% sur un salaire de mécanicien auto. Mais l'ensemble de la branche fait des efforts parce que c'est une des conditions pour avoir effectivement une équipe de professionnels à jour
motivés et impliqués. Voilà. Alors donc, on va parler concrètement, juste pour terminer, de cette semaine des services de l'automobile et de la mobilité. Il se passe quoi en Bretagne? Très concrètement, il y a des établissements ouverts un peu partout dans notre région? Oui, alors la semaine de la mobilité, c'est plus de 530 manifestations sur l'ensemble du territoire, et dont 65 sur la délégation Bretagne-Pays de Loire. Des manifestations qui ont déjà débuté le week-end dernier. Je pense au job dating de Dinan, justement sur les métiers du poids lourd. Des manifestations très variées sur toute cette semaine. Je vais vous en citer quelques-unes. Parmi les plus dynamiques, le mini-stage. Je viens, je découvre. Je suis en binôme avec un apprenti et je fais un peu comme lui pendant quelques heures, quelques jours. Et je me rends compte si finalement ce métier a des chances de me plaire. Donc on va trouver ces animations à Vannes, à Quimper par exemple. On évoquait les job dating tout à l'heure, c'est-à-dire une occasion de rencontrer et d'échanger avec des recruteurs et des chefs d'entreprise. Des visites pour se rendre compte de visu, la réalité de la vie d'une concession, d'un atelier de carrosserie par exemple, ou d'un atelier de contrôle technique. Et puis quelques heures pour suivre un apprenti en cours et se dire si demain je suis dans cette situation, est-ce que tout ça va me plaire? Et ben voilà. Eh bien, donc on retrouve toutes les informations sur les événements qui vont se passer durant cette semaine spéciale sur le site semaine-service-auto.com, et puis sinon tous les renseignements sur lanfa.auto.fr, votre site, donc votre site internet. Merci beaucoup, Monsieur Bonnard, d'avoir été avec nous. On va continuer à parler d'emploi et de formation tout à l'heure avec vous, Arnaud Lalande, de l'AFPA Bretagne. Mais avant cela, nous souhaitions rendre un hommage à Yann Fanch-Kemener, le natif du Kreisbreizh, qui nous a quittés malheureusement ce samedi matin. L'une de nos équipes a pu rencontrer des artistes et professionnels qui l'ont côtoyé. Tous saluent son immense contribution à la culture populaire bretonne. Un hommage signé Myriam Thiebaud et Marion Lompageux. Aux yeux des amoureux de la musique bretonne, Yann Fanch-Kemener reste un pionnier, l'un de ceux qui a permis qu'elle renaisse après avoir été oubliée. Pour Gilles Servat et André Lemeu, qui ont joué avec lui, son rôle a été déterminant. Yann Fanch a redonné la fierté non seulement de tout ce qui était rythmique, swing ou danse, mais aussi une mélodie a cappella peut être magnifique. Voilà. Et donc il a redonné la fierté aux gens de leur culture. Ce qu'on avait dans les choses traditionnelles, c'est les choses écrites au siècle précédent, etc., etc. Mais là, lui, il prenait des choses qu'il avait entendues, qu'il chantait, et on se rendait compte que c'était tellement beau, quoi. Et on a découvert la beauté des choses bretonnes, la beauté de la tradition, la beauté des choses-là grâce à lui au départ. Et ça nous a donné envie de continuer et de reprendre dessus, quoi. Yann Fanch-Kemener avait ses habitudes dans cette boutique spécialisée dans la musique et la littérature bretonne. Ici, le chanteur, infatigable explorateur de la culture, venait exhumer des textes anciens. Je crois que c'est celui à qui j'ai le plus vendu de poésie au cours des 22 ans de la librairie ici. C'est celui auquel j'ai plus vendu. Et puis, à haut niveau, il s'intéressait, il était cultivé, curieux. Et puis, Yann Fanch en Fesnonce. Moi, qui suis une fille du Fesnonce, c'était extraordinaire. Tout de suite, vous étiez dedans. Il chantait, vous aviez envie de danser. Au-delà de son œuvre, Yann Fanch-Kemener laisse un trésor d'extraits sonores et de documents sur la musique bretonne, collectés tout au long de sa vie et confiés aux archives publiques. Yann Fanch-Kemener, un maître de la transmission. Mais on va parler de transmission, mais au niveau de la formation professionnelle avec vous, Arnaud Lalande. Vous êtes responsable d'affaires à l'AFPA. Et ce seront jeudi prochain, jeudi 21 mars, les portes ouvertes de l'AFPA un peu partout en France, mais aussi en Bretagne, évidemment. La formation professionnelle, c'est le cœur du métier de l'AFPA. En chiffres, en Bretagne, ça représente quoi ? Bah écoutez, ça représente... on peut couper là? Non. Parce que je suis désolé, parce que là, vous me prenez de coup. Ça représente 12 000 stagiaires. Ça représente combien de stagiaires à peu près? Ça représente à peu près, oui, 12 000 stagiaires en Bretagne, à peu près. C'est ça, à peu près. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement lors de ces journées portes ouvertes? Alors, lors de ces journées portes ouvertes, les 9 centres AFPA Bretagne accueillent les personnes qui sont intéressées pour découvrir les métiers.
Donc ils viennent à l'AFPA, on les accueille, on leur fait découvrir les ateliers, on prévoit des échanges avec les formateurs pour leur donner envie effectivement de s'orienter vers tel ou tel métier, puisque à l'AFPA, vous savez qu'on est généraliste, on travaille dans plusieurs secteurs d'activité, dans le bâtiment, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du tertiaire service notamment, et donc en espérant qu'ils en ressortent avec l'envie de revenir nous voir pour valider un projet professionnel et donc de formation derrière. Alors, dans quel secteur trouve-t-on les métiers qui ont les meilleurs débouchés? Est-ce qu'il y a des métiers qui recrutent un peu plus et sur lesquels vous allez axer les formations peut-être? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte de reprise économique, même si elle a été relative en 2018, vous avez, tous les secteurs sont impactés aujourd'hui par les tensions. Je vais donner quelques exemples. Dans le domaine du bâtiment, aujourd'hui, on recherche énormément de couvreurs-zingueurs, d'électriciens, de plombiers chauffagistes. Dans le domaine de l'industrie, de techniciens de maintenance industriels. Dans le domaine des services, vous avez, on en a parlé tout à l'heure, des carrossiers, des peintres en carrosserie, mais également des commerciaux. Dans le domaine du tertiaire administratif, des gestionnaires de paye, des comptables aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tous les secteurs recrutent. Maintenant, effectivement, il faut les découvrir, les métiers, et puis valider un projet professionnel et de formation. Alors, et ça, justement, ça se construit. Voilà, comment bénéficier d'une formation, comment construire son projet de formation? Alors, d'abord, il faut se dire, voilà, vers quoi je souhaite aller. Il faut rencontrer, donc, du coup, mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action, rencontrer des professionnels, échanger avec eux sur les avantages, les contraintes des métiers, et puis faire des stages d'immersion en entreprise pour effectivement vérifier est-ce que le métier va me plaire, quoi. Entre l'idée que je m'en faisais et la réalité, est-ce que c'est bien ça que je veux, hein. Et à partir de là, on peut être orienté effectivement vers les organismes de formation qui font ces formations-là, et vers l'AFPA, la personne est accueillie par un psychologue du travail qui va valider avec elle le projet pour pouvoir entrer en formation à l'AFPA. Est-ce qu'il y a des financements possibles, des aides éventuellement? Il y a certainement un dispositif, c'est un peu comme pour l'ADIL, quoi. On imagine qu'il y a un millefeuille peut-être. Alors oui. Alors si on prend l'exemple de l'alternance par exemple, puisque à l'AFPA on accueille beaucoup d'alternants aujourd'hui, donc des personnes qui sont salariées en entreprise et qui viennent suivre leur formation en alternance. Aujourd'hui, les formations sont financées par les organismes paritaires collecteurs agréés qui deviennent, à partir du 1er avril, des organismes paritaires conseils, hein, puisqu'ils ont perdu est très importante. La collecte. Hein, elle sera la contribution unique sera prélevée à partir de janvier 2021 par l'URSSAF. Hein. Bon, donc il y a un gros changement lié à la réforme de la formation professionnelle. Et donc voilà. Très bien. Alors, il y aura tout un tas du coup, de portes ouvertes ce jeudi. Il y a beaucoup de centres AFPA ouverts au public. Du coup, il y aura Rennes, Lorient. Il y a tout un tas tous les centres AFPA Bretagne sont ouverts. Vous avez 9 centres en Bretagne. Donc, en Finistère, c'est Brest, Quimper, Morlaix. En Morbihan, c'est Auray, Lorient. En Ille-et-Vilaine, Rennes et Saint-Malo. Et puis, en Côte-d'Armor, Loudéac et Saint-Brieuc. Alors, c'est de 9h à 12h et de 14h à 18h. Hein. On saura tout donc également sur le site internet de l'AFPA, oui, tout à fait. afpa.fr. On avait envie de vous demander également, Monsieur Bonnard, parce que c'est un domaine que vous connaissez bien aussi, la formation à l'AFPA. C'est complémentaire finalement avec ce que vous faites vous au niveau de l'automobile? Oui, effectivement, je crois que c'est complémentaire. Et en même temps, ce que l'on retrouve comme point commun, c'est la mobilisation de tous les acteurs pour faire connaître les métiers. Je l'évoquais tout à l'heure, la mobilisation autour d'une branche professionnelle ou autour d'un organisme de formation, d'employeurs, d'anciens stagiaires, d'animateurs, de formateurs, d'enseignants. Tout le monde se mobilise pour faire connaître les métiers parce qu'on se rend compte que ça fait partie des fléaux du moment. Les représentations que l'on a des métiers ne sont pas forcément justes. Ah oui, et la plupart des publics attendent une vision concrète, une représentation concrète, une explication concrète pour se forger une opinion. Il y a beaucoup de reconversions aujourd'hui l'un ou l'autre. Oui, bien sûr, oui. À l'AFPA, en l'occurrence, nous, on est spécialisés dans la reconversion professionnelle, puisqu'on s'adresse à un public adulte. La moyenne d'âge est
environ 28 ans à l'AFPA. Et effectivement, il y a beaucoup de reconversions professionnelles, hein, donc de personnes qui ont pu aussi notamment faire des études supérieures et puis pas forcément trouver de débouchés ou d'intérêt par rapport à ce qu'ils ont pu faire en formation initiale et qui décident de venir se reconvertir à l'AFPA. Ça peut être un ingénieur qui souhaite devenir plombier chauffagiste et qui va venir découvrir le métier. Et ce qu'il recherche effectivement, et c'est ça qui fait la force aussi de l'AFPA, c'est l'acquisition des compétences via le geste professionnel, puisque chez nous, ce n'est pas l'école. Hein. On est dans un centre de formation professionnelle, donc on s'adresse avant tout à des gens qui veulent acquérir des compétences. Et en plus, on certifie, puisque à l'AFPA, on délivre également des titres professionnels qui sont des diplômes donc du ministère du Travail. Donc on apporte la compétence opérationnelle et en plus la qualification, ce qui peut permettre aussi à des gens qui sont en échec scolaire aussi à un moment donné, de venir se reconvertir puisque ils ne sont pas à l'école. Exactement. Eh bien, écoutez, on vous invite tous, hein, donc amis bretons, pousser les portes des centres AFPA ce jeudi, les 9 centres bretons qui vous accueilleront donc de 9h à 12h et de 14h à 18h. Et on retrouve toutes les infos sur le site de l'AFPA. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Merci. En vue d'une prochaine émission, on va lancer justement un appel à témoins. Votre conjoint est pompier et vous vivez à son rythme. Eh bien, contactez-nous pour nous faire part de vos témoignages. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne ou bien l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran, ecm.bretagne@francetv.fr, ou bien encore vous nous appelez au 02 99 01 74 13. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain mardi autour du thème des féculents. Sont-ils nécessaires pour vous? Peut-on s'en passer? Et si oui, par quoi vous les remplacez? Nous verrons cela avec une médecin nutritionniste et le témoignage d'un grand chef breton. On vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Je vous propose de nous quitter en musique avec un dernier hommage à Yann Fanch-Kemener. À demain. On y creis in vain. Pisoise pidasi Treiatis rein drudem dwi Meitam mabzu